Invités de Paris Direct, avec eux ce matin, nous nous intéressons à Bachar al-Assad, sa personnalité, son ascension, son règne sans partage et sa gestion d'une révolution devenue la guerre la plus meurtrière de ce début de 21e siècle. Ces invités, donc, c'est vous, Barouk Mardam Bey. Bonjour. Bonjour. Salut. Et Ziad Majed. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à la collection Sinbad chez Actes Sud, ancien conseiller culturel à l'Institut du monde arabe. Et Ziad Majed, vous êtes politologue, journaliste, engagé d'ailleurs, un essayiste, chercheur libanais, professeur à l'Université américaine de Paris. Et vous signez tous les deux avec le journaliste syrien Soubi Hadidi ce livre, Dans la tête de Bachar al-Assad. C'est aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, ce qui ressort de votre livre, c'est l'omniprésence du père, Hafez al-Assad. Aujourd'hui encore, 18 ans après sa mort, il est indissociable de Bachar. Pourquoi ? Pourquoi après tout ce temps ? Vous savez, l'idée de ce livre était de voir ce qu'il y a dans la tête de Bachar al-Assad, et ce qu'il y a dans sa tête était déjà dans celle de son père. C'est de gouverner la Syrie éternellement. Qu'est-ce qu'il y a derrière les déclarations sur la modernisation et le développement ? Qu'est-ce qu'il y a derrière les proclamations de la lutte contre l'impérialisme et le sionisme ? Bon, tout cela, en creusant un tout petit peu, on trouve qu'il y a ce mot d'ordre Assad pour l'éternité. C'était déjà le mot d'ordre des partisans du régime du temps de Hafez al-Assad, entre 1970 et l'an 2000. Et c'est le slogan qui est toujours scandé par ses partisans, y compris durant cette période de révolution et de guerre en Syrie. Vous dites qu'Hafez al-Assad continue de diriger la Syrie depuis sa tombe. Hein. Oui, c'est Bachar qui l'a dit. C'est Bachar qui l'a dit une fois que Hafez al-Assad continuera à gouverner la Syrie à travers moi, d'une certaine manière. En fait, il voulait à la fois perpétuer le régime de son père, mais aussi marquer le sien. Marquer le sien, d'une certaine manière, tuer le père aussi, pour exister. Et il l'a fait, en fait, puisqu'il a créé un certain nombre de ruptures sur le plan économique, par exemple, à partir de l'an 2000 et surtout de 2004-2005, par cette libéralisation économique, libéralisation sans transparence, qui a abouti aux dérives que nous connaissons dans l'économie syrienne. Et on va en reparler. Ziad Majed, on rappelle que Bachar al-Assad ne devait pas régner, que c'était son frère Bassel qui était déjà prévu depuis longtemps par Hafez al-Assad, et puis il est mort dans un accident de voiture. On a longtemps présenté Bachar al-Assad comme un homme arrivé au pouvoir par accident, qui ne voulait pas du pouvoir. Est-ce que c'est vrai ? Parce que visiblement, le pouvoir lui a tout de suite plu. Je pense qu'il y a eu aussi des propagandes en France et ailleurs pour promouvoir Bachar al-Assad comme quelqu'un qui ne voulait pas vraiment le pouvoir, qui a été rappelé juste à cause de la mort de son frère, et qu'il voulait moderniser la Syrie, étant jeune, dynamique, occidentalisé, marié à une dame élégante qui plaît d'ailleurs à un certain public en Occident. Sauf que Bachar al-Assad étant membre de cette famille qui gouverne la Syrie depuis 2000, faisant partie d'un système, était prêt aussi à prendre le pouvoir et à montrer qu'il était assoiffé d'encore plus de pouvoir. On est devant une dynastie assadienne qui a le pouvoir absolu et qui considère que la Syrie est une propriété privée, que les Syriens sont des serfs, comme lors du Moyen-Âge, et que donc tout est permis pour préserver le pouvoir. Bachar al-Assad a voulu faire quelques ruptures, comme Barouk Mardam Bey vient de le dire, par rapport à l'économie, par rapport à sa propre image et par rapport à son âge, et par rapport au fait qu'il n'est pas à l'origine militaire, comme fut son père et son frère aîné Bassel, sauf qu'avec le temps, cette question-là de vouloir peut-être se montrer encore plus militaire que les autres, l'a poussé, durant les dernières années, à commettre des crimes contre l'humanité encore plus que son père. Justement, dans son image, est-ce qu'il n'y avait pas un peu d'esbrouf ? Il était jeune médecin civil devenu en moins d'1 an chef militaire, chef d'État. Il n'avait pas de crédibilité militaire, pas de crédibilité politique, pas de crédibilité au niveau de l'âge. On a changé la Constitution, on l'a passé à moins de 40 ans pour qu'il puisse être élu. Est-ce que finalement, cette image de changement, ce n'était pas simplement la seule carte qu'il pouvait jouer pour être crédible au pouvoir et qu'en fait, il n'était pas du tout réformateur ? Il n'était pas réformateur, c'est une évidence. Et de toute façon, l'essentiel est de comprendre un peu le fonctionnement du système, le noyau central du pouvoir. C'est un noyau familial
clanique, et qui est lié, bien sûr, à des réseaux d'allégeance que nous avons essayé d'analyser. Ils sont très nombreux, c'est un millefeuille impressionnant. Oui. Il y a le réseau confessionnel, militaire. Tout à fait. Religieux. Religieux, ce qu'on oublie souvent, économique, bien entendu, puisque le noyau familial, qui est essentiellement sectaire, devait, bien sûr, pour gouverner, s'ouvrir sur d'autres secteurs de la société, sur des catégories socioprofessionnelles. Et c'est ce que Bachar, déjà Hafez l'avait fait à partir de 1970, en prenant le pouvoir à ses camarades du parti Baas, les plus radicaux du parti Baas, en faisant cette petite ouverture vers la société civile, entre guillemets, vers une bourgeoisie ancienne et en essayant de créer une bourgeoisie nouvelle, et vers le milieu religieux. On ne comprend pas aussi le fonctionnement du régime sans cette dimension à la fois de fermeture et d'ouverture. Fermeture sur le noyau central pour des choses fondamentales et ouverture pour le reste. Et quel rapport est-ce qu'il a aujourd'hui avec la communauté alaouite de Latakia? On a toujours dit que c'était la base du clan Al-Assad. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire on ne peut pas définir le régime syrien ou le régime assadien comme un régime alaouite, mais certainement la base sociale du pouvoir est la base qui a permis à ce pouvoir de recruter pour l'armée, pour les services de renseignement, et en grande partie de la communauté alaouite, qui vient notamment du littoral syrien et des montagnes près de ce littoral-là. Le régime a essayé depuis l'ère Hafez al-Assad et maintenant avec Bachar de dire à cette communauté que son sort dépend du sien. Donc de souder la communauté alaouite afin d'exercer un pouvoir qui crée des clivages confessionnels, qui crée des peurs et qui s'adresse aux minorités en général en leur disant que je suis votre protecteur, même si la protection aujourd'hui mène à cette guerre effroyable et au massacre. Et les choses sont en train de changer dans la région de Latakia. Vous le dites dans votre livre. Hein. Latakia, c'est un peu une zone où les Russes ont tous les droits, où la mafia russe est en train de s'implanter, où l'Iran est en train de créer des mosquées chiites. Est-ce que cette communauté alaouite n'est pas en train de se fissurer? En fait, depuis l'occupation de la Syrie, parce que la Syrie aujourd'hui est sous occupation, à la fois iranienne et russe en grande partie, il y a également une occupation turque dans certaines régions du nord, et une forte présence américaine, presque une occupation à l'Est. Mais par rapport à la Russie et à l'Iran, qui jouent le rôle de loin le plus important comme force étrangère, il y a comme une concurrence sur qui va pouvoir recruter plus dans les milieux alaouites. L'Iran a un projet géostratégique, disons régional, qui va de Téhéran via Bagdad, Damas, Beyrouth, et souhaite avoir une certaine influence dans les milieux alaouites pour des proximités entre alaouisme et chiisme dans un sens. Et ils ont travaillé sur cette question d'amener le chiisme dans les zones alaouites, mais avec des limites évidemment. Pour les Russes, la question se joue au niveau international, mais en même temps à travers un contrôle de la Syrie. Et leur base militaire à Tartous, comme l'autre base aérienne maintenant à Hmaïmim, font qu'ils sont en contact direct avec les notables de la communauté alaouite. Et évidemment, il y a des affaires mafieuses aussi, parce qu'avec l'effondrement de l'armée du régime Assad, et grâce à l'occupation iranienne et russe, qu'elle arrive toujours à maintenir une certaine présence sur le territoire, son effondrement a fait que des milices dans des milieux alaouites, des forces paramilitaires, ont pris le pouvoir dans certaines régions. Elles gèrent l'économie, ces milices-là, et en même temps, elles gèrent certaines relations entre notables et entre mafieux, y compris Russes et Iraniens et hommes d'affaires qui viennent et qui ont des projets pour l'après, peut-être. Malgré les révolutions arabes, est-ce que Bachar al-Assad a senti le vent tourner? Visiblement pas, il ne s'attendait pas à un soulèvement dans son propre pays. Certainement pas. Il ne s'attendait pas du tout. Il était tellement obnubilé par son éternité qu'il ne pouvait pas imaginer que le peuple pouvait se révolter contre lui. Et alors, qui a ordonné de tirer sur les civils aux premières manifestations? Parce que c'est le déclencheur, le basculement de la révolution en guerre. C'est lui, certainement. C'est lui, certainement. Et d'ailleurs, dès le premier discours qu'il a prononcé après la Révolution, après le déclenchement de la Révolution, il s'est montré complètement dans l'incompréhension totale de ce qui se passait. C'est-à-dire, il prétendait continuer comme avant, alors qu'il pouvait peut-être
tranquilliser un tout petit peu les gens de Daraa, de la ville de Daraa, où tout a commencé. Mais c'était le contraire, il a jeté de l'huile sur le feu. Il a été particulièrement maladroit. Et d'ailleurs, toute la séance au Parlement était d'un ridicule parfait. Et jusqu'à maintenant, les Syriens s'amusent en repassant des images de cette séance. Surtout, c'était un happening incroyable autour de lui, des vivas, des récitations de poèmes, des déclarations comme ce député qui a dit que toi tu mérites de gouverner le monde, pas seulement la Syrie, etc. Ouais. Bon, et cela, bien sûr, quand il y a un culte de la personnalité qui est absolument délirant en Syrie. C'est vrai qu'il y a presque une déification de Hafez et de son fils. Son portrait est absolument partout. Son portrait est plus que ça. Bon, c'est pas seulement nous t'aimons, mais au fait, nous t'adorons. Nous t'adorons au sens vrai du mot. Il n'y a que toi. Tu es notre Dieu. Et alors, il y a cet incendie de la guerre civile qui commence. Et heureusement pour Bachar al-Assad, il y a le groupe État islamique qui arrive et qui prend racine et qu'on laisse faire, que le régime laisse faire tranquillement. C'était pain béni. C'était pain béni pour lui, l'irruption de Daesh en Syrie, et déjà l'irruption du Front al-Nusra ou d'autres, parce qu'il pouvait ainsi se présenter à l'intérieur comme à l'extérieur, au niveau arabe et au niveau international, comme la seule barrière possible face à la barbarie islamiste, intégriste, etc. Bon, et cela a joué à son bénéfice, comme on le sait, puisque beaucoup de gens en Occident, ici même en France, imaginaient la Syrie composée de deux forces. D'un côté, les terroristes islamistes, intégristes, etc. Voilà, il fallait choisir entre Bachar et Daesh. De Bachar, en supprimant totalement toute la société syrienne, toutes les revendications démocratiques de la population syrienne. Le temps passe très vite, je dois vous interrompre. Aujourd'hui, Bachar al-Assad, on a l'impression qu'il n'est plus maître de son pays, c'est essentiellement l'Iran et la Russie. Est-ce qu'il va se maintenir au pouvoir et qui peut le remplacer ? Tout dépend aujourd'hui, comme vous dites, des forces iraniennes, russes et des enjeux régionaux comme internationaux. Évidemment, Bachar a tout fait, que ce soit à travers cette prophétie autoréalisatrice, puisque dès ses premiers discours, il a traité les Syriens qui se soulevaient contre lui comme des virus. Il a exactement utilisé ce terme. Un peu plus tard, il a parlé même de rats. Plus tard, il a parlé d'extrémistes. Ses relais et ses propagandistes ont, dès le début, ils ont fait le choix entre Assad ou les djihadistes, donc en occultant toute la société syrienne et toutes ses revendications depuis des décennies pour la liberté et la dignité. Il va rester au pouvoir ou non ? Les Russes et les Iraniens arrivent à le protéger pour le moment. Il reste au pouvoir pour le moment, mais sur une Syrie complètement détruite, fragmentée. Mais son sort dépend des décisions russes et iraniennes et des enjeux qui se jouent. Ce qui est plus important peut-être que cette question, parce qu'elle est temporaire et elle s'impose pour le moment, mais c'est toute la question de ce qu'on appelle reconstruction, normalisation et surtout impunité. Si Bachar al-Assad reste au pouvoir, cela veut dire que quelqu'un accusé par les Nations Unies, les enquêtes qui ont été menées, par Amnesty, par Human Rights Watch, par toutes les organisations internationales de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, peut quand même, malgré les centaines de milliers de morts et les millions de réfugiés et les dizaines de milliers qui meurent sous la torture dans ces geôles, peut rester au pouvoir. C'est un message aux Syriens pour leur dire que vous êtes exclus du droit international et de la communauté internationale, et c'est extrêmement dangereux dans ce sens-là. Merci, c'est un sujet passionnant. Merci beaucoup Ziad Majed, merci beaucoup Farouk Mardambe d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le nom de ce livre, Dans la tête de Bachar al-Assad, c'est aux éditions Actes Sud. Merci d'avoir été les invités de Paris Direct ce matin. Merci de nous suivre ici sur France 24. On se retrouve dans un instant pour une nouvelle édition.